Je suis ravie d'être ici à ce cabaret de curiosité. Pour moi, c'est une première à Valenciennes et c'est tout à fait passionnant. Le format est passionnant. Et je remercie évidemment Romaric Dorier de m'avoir permis d'être là. Clarisse Bardiot, avec qui on collabore. Et évidemment toute l'équipe du Phénix et notamment Alexandra. Enfin, voilà. Tout c'est très intéressant. Et on va le conclure, ce cabaret en beauté, avec Kitsou Dubois ce soir. Donc, Art Out of This World, un parcours dans l'art spatial à travers la revue Leonardo, c'est le titre que je vous propose. Art Out of This World, c'est le titre d'un e-book que je suis actuellement en train de préparer dans la collection des e-books de Leonardo à MIT Press et qui est une sélection des articles parus dans la revue Leonardo. Donc, c'est à la fois un titre et un thème que j'ai trouvé en résonance avec celui de ce cabaret de curiosité et où la question finalement c'est le désir ou la possibilité d'une création artistique hors de notre monde, hors de notre terre. Et un petit peu ce qu'évoque le spectacle d'Alorigo Hergé hier au soir, hein, faire du théâtre ailleurs. Et avant de rentrer dans ce parcours, je vous ai préparé une espèce de petite promenade dans l'art spatial. Je pense qu'il est important de reposer une définition à la fois de ce qu'est l'art spatial et de Leonardo, de ce qu'est Leonardo aussi. Donc, qu'est-ce que l'art spatial ? De Stonehenge, d'un côté à la sonde Rosetta, de l'autre avec le robot Philae qu'on pose sur une comète à je ne sais plus combien de milliards de kilomètres de la Terre, où est-ce qu'on met le curseur ? De toute évidence, à l'époque de Stonehenge, il y avait des êtres humains qui faisaient des représentations de l'espace sur des parois rocheuses. Aujourd'hui, on fait de l'art spatial, mais qu'est-ce qui est englobé dedans et qu'est-ce qui n'en fait pas partie ? Et donc ma définition, c'est que l'art spatial, c'est la création artistique en lien ou issue de la présence humaine dans l'espace extraterrestre. Que cette présence soit directe, c'est-à-dire par des êtres humains, les astronautes et les cosmonautes, ou indirecte via les sondes et les satellites. La présence indirecte est vraiment importante. En même temps, est-ce que toute création artistique inspirée par l'espace est de l'art spatial ? Je dirais actuellement que d'une certaine manière, tout comme le net art s'est dissous dans le web et dans les réseaux sociaux, on en a eu aussi un exemple hier au soir, l'art spatial associé à la conquête spatiale est peut-être en train aussi de se dissoudre symboliquement dans Google Earth. Donc, pour le dire en une phrase, j'associe le terme art spatial à un moment précis où les êtres humains ont commencé à aller dans l'espace. La revue Leonardo. La revue Leonardo est la plus ancienne revue dans le domaine art, sciences, technologie. C'est un machin encore sur papier. Elle a été fondée en 1968. Et l'art spatial y occupe une place de choix, comme en témoigne cette série de couvertures, mais surtout comme en témoigne le fait qu'on a depuis 1968 plus de 80 articles qui ont été publiés. Donc ça fait quand même une masse conséquente sur une thématique. Alors les raisons, il y a un ensemble de raisons qui expliquent cet intérêt de la revue Leonardo pour l'art spatial, qui est que le fondateur de la revue était Frank Malina, que c'était un ingénieur du spatial, un des pionniers de l'astronautique américaine, et Ewen vous en reparlera, Ewen Chardronnet vous en reparlera cet après-midi. Et c'est aussi un artiste cinétique. Donc là, vous avez... pourquoi j'ai pas de souris ? Je sais pas. Oups. Il me faut la souris pour démarrer les vidéos.
Franck Malina, dans son œuvre cinétique, et les vidéos des œuvres cinétiques sont extrêmement difficiles à faire et ne rendent absolument pas justice à la réalité des œuvres, a été inspiré autant par les vols habités et notamment le programme lunaire. Dans l'œuvre de gauche, Away from the Earth, c'est le parcours d'Apollo, donc de la Terre à la Lune, c'est la trajectoire d'Apollo. À droite, il a été aussi inspiré par l'astronomie, par les phénomènes astronomiques. Et là, nous avons cette œuvre qui s'appelle Nebula 6 et qui sont à chaque fois des tableaux cinétiques de très grande taille. Alors, je ne sais pas s'il y a une nécessaire concordance, mais en tout cas, c'est intéressant de noter que l'art cinétique apparaît au même moment que la conquête spatiale se met en place. Je ne sais pas, on parlait de Polieri tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a des liens. Donc, cette conquête spatiale, c'est évidemment le regard vers le haut. C'est le désir de cette humanité d'aller vers les étoiles, d'aller du rêve de vol, mais du rêve d'étoiles, du rêve de l'ailleurs. Et légitimement, du coup, s'imagine des œuvres pour cet ailleurs. Et c'est aussi pour les artistes, je dirais, le choc vexatoire de Spoutnik, à savoir que ce sont des ingénieurs qui mettent d'abord le premier objet dans l'espace. Et pour les artistes aussi, ce désir de créer à l'échelle du cosmos, de poser un objet en orbite autour de la Terre et visible depuis la Terre. Spoutnik était audible. L'idée, c'est aussi de poser des sculptures, finalement, en orbite autour de la Terre. Donc, vraiment, art out of this world. Comment est-ce qu'on crée pour l'espace extraterrestre? Donc, en clair, de créer des satellites artistiques. Avec, pour certains artistes, le désir aussi d'expérimenter dans des techniques satellitaires qui n'étaient pas les techniques dominantes de l'époque. Donc ici à gauche, vous avez la voile solaire du projet ARSAT de l'artiste français Pierre Comte. Et à droite, vous avez la sculpture Hours qui est sur des techniques de gonflable de l'artiste américain Arthur Woods. Ces deux projets resteront à l'état de projet, ces deux œuvres resteront à l'état de projet et n'ont pas été réalisées. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les deux techniques, aussi bien de voile solaire que de gonflable, sont à nouveau à l'ordre du jour dans les aspects technoscientifiques du spatial. Mais une des conséquences inattendues de la conquête spatiale et de notre présence humaine hors de la Terre, ça a été de se retourner et de découvrir la Terre, de nous regarder de l'extérieur. C'est ce regard réflexif ou cet effet miroir qui, évidemment, est dans l'emblème, dans l'icône et la Blue Marble, donc la petite boule bleue prise par les missions Apollo. Et cette image est vraiment l'image fondatrice pour moi du XXe siècle. C'est une des images fondatrices du XXe siècle. C'est le moment où l'humanité a pu regarder sa maison depuis l'extérieur. Et que l'on va retrouver dans un certain nombre d'œuvres qui vont être fondatrices. Enfin, ce regard extérieur est aussi fondateur d'un certain nombre d'œuvres. Dont l'une, Le socle du monde de Piero Manzoni, hommage à Galilée, qui prend la Terre elle-même comme œuvre. Et alors, qu'est-ce qui indique dans les codes artistiques que quelque chose est une œuvre? C'est qu'on lui met un truc dessous qui s'appelle un socle ou un piédestal, et tout ce qui est posé sur un socle ou un piédestal est par inférence une œuvre d'art. Donc là, vous voyez que le nom est à l'envers, précisément parce que si la Terre est posée dessus, si c'est la Terre qui est l'œuvre, l'œuvre n'est perceptible en tant qu'œuvre qu'à partir du moment où on est à distance. Et donc,
y a ce renversement de direction, si je puis dire, qu'il soit beaucoup parlé de direction, mais il y a ce renversement qui est posé ici, et qui est aussi la prise en compte de la Terre dans sa globalité. Ce regard réflexif, c'est aussi bien évidemment celui des satellites. Et ça, c'est intéressant. C'est un point aussi fondamental dans notre approche de nous-mêmes en tant qu'espèce et de notre habitat. Donc ce regard de l'extérieur et d'images satellitaires, de ce regard à distance. L'image satellitaire, c'est d'abord celle de la météo. C'est quelque chose qu'on a un tout petit peu oublié parce que c'est un tout petit peu habituel. C'est un tout petit peu passé dans les mœurs. Mais cette image météo est aussi complètement fondamentale. Et ici, c'est l'exemple de ce projet de photographie numérique de l'artiste américain Paul Berger, où est clairement mis en évidence le renversement d'échelle. L'être humain est plus grand que la carte, est plus grand que la Terre. Donc un rapport de renversement, on n'est plus contenu par la Terre, mais on est plus grand que la Terre, et d'une nouvelle cartographie, qui est aussi aujourd'hui complètement banale, mais qui ne l'était pas du tout au moment où c'est arrivé, et où cette image a envahi les salons, envahi le quotidien via la télévision. Ça aussi, c'est fondamental. C'est comment cette image-là et ce renversement proportionnel s'intègre dans notre vie quotidienne. Et c'est le moment, symboliquement, c'est la construction du village global de McLuhan, et c'est le rétrécissement de la planète. La planète, vraiment, devient comme les têtes des Navarros, là, se rétrécit. Donc une image satellitaire qui est aussi de prendre la Terre. Manzoni avait pris la Terre comme œuvre d'art et l'avait comme sculpture mise sur un socle. D'autres artistes vont utiliser cette image satellitaire et prendre la Terre comme toile. Donc, ce qui est le cas ici de Reflection from Earth de l'artiste américain Tom Van Sant, où tout simplement il a disposé des miroirs au sol dans le désert californien, photographiés par notre corps, œil de substitution là-haut en orbite, qu'on retrouve également dans une autre œuvre emblématique de Pierre Comte, qui est Signature Terre, où là, le matériau réfléchissant qui a été posé dans le sud de la France est vous savez, ces plastiques noirs qu'on trouve en agriculture. Donc le désir d'étoile, le désir du regard vers le haut nous renvoie à un effet miroir, à nous regarder nous-mêmes, mais il reste quand même dans cette conquête spatiale la promesse d'un ailleurs, d'une autre planète ou d'un autre corps céleste, et qui part précisément dans toutes les directions. Et donc les projets de satellites sont effectivement des œuvres pour un espace extraterrestre, mais il y a de fait des œuvres qui sont créées, qui ont été créées sur d'autres corps célestes et d'autres planètes, dont un ici qui est une œuvre qui est sur la Lune, qui est une des deux œuvres sur la Lune, donc qui est cette petite sculpture qui s'appelle The Fallen Astronaut de l'artiste Paul Van Heudenk, qui est une petite sculpture en aluminium qui a été déposée par les astronautes d'Apollo et qui a été déposée en même temps que cette plaque réalisée par la NASA qui liste les astronautes et les cosmonautes soviétiques, on est en pleine guerre froide, morts en mission. Donc, qui est un monument aux morts. Et ce que je trouve complètement intéressant d'un point de vue anthropologique, ethnologique, c'est que la première œuvre, ou une des deux premières œuvres qu'on a posées sur la Lune et qu'on pose sur un autre corps céleste, c'est un monument aux morts. Symboliquement, c'est pas inintéressant. Mars a aussi une œuvre d'art qu'on a retrouvée, on l'a retrouvée en début d'année, qui est cette œuvre de l'artiste britannique Damien Hirst, qui est donc un spot painting, donc dans la lignée des spot paintings de Damien Hirst, mais qui était aussi qui a été réalisé en collaboration avec les scientifiques du projet Beagle 2, qui était pour calibrer les instruments de la sonde martienne Beagle 2.
Alors le Beagle, comme vous le savez tous, numéro 1, c'était le vaisseau de Darwin. Le Beagle 2 était une sonde spatiale britannique qui devait se poser sur Mars et qui a été perdue corps et bien. Et on ne savait pas si elle était perdue dans l'espace ou si elle s'était crashée sur Mars. Elle a été retrouvée sur Mars en début d'année. Donc nous avons l'incertitude qu'il y a une œuvre d'art de Damien Hirst sur Mars. Et qui est officiellement la première œuvre d'art sur Mars. L'ailleurs, on a parlé là brillamment juste avant moi, et Clarisse a aussi évoqué le théâtre en apesanteur. C'est aussi évidemment l'apesanteur, mais c'est aussi cette idée de comment est-ce qu'on peut faire. C'est intéressant par exemple que hier, à l'Origo Hergé, ait imaginé justement dans un théâtre qui serait comment on recrée un théâtre avec une ambiance terrestre. Un des rêves, c'est aussi d'imaginer comment on peut vivre autrement et comment on peut faire autrement. Donc le rêve d'apesanteur, dans ces années 60 de la conquête spatiale, c'est évidemment le saut dans le vide, qui, comme chacun sait, est un trucage photographique d'Yves Klein. C'est aussi Takis, qui a une exposition actuellement au Palais de Tokyo, qui trouve qu'il est hors de question que ce soit à nouveau des ingénieurs et des politiques finalement qui envoie le premier homme dans l'espace. Donc il décide avec Sinclair Bells d'envoyer le premier homme dans l'espace, donc sur cette catapulte à la galerie Iris Clair. C'est très, très, très aléatoire, on va dire. L'autre, il est resté à peu près 2 secondes, le temps de dire I am a sculpture et de s'écraser. Mais enfin, c'est le premier homme dans l'espace est une œuvre de Takis. Et auparavant, il y a aussi ces dessins que, pour ma part, je trouve vraiment très très beaux de l'artiste allemand Otto Pine, qui s'appelle donc Fliegende, donc qui sont les êtres volants et qui sont toute cette série de personnes en vol, on va dire. Et le vol occupait une place particulière dans la vie d'Otto Pine. Et un des ailleurs possibles aussi, c'est dans cet habitat singulier que sont les stations spatiales, ces corps célestes artificiels, où un certain nombre d'artistes ont créé. Il y a quand même pas mal d'œuvres qui ont été faites entre la station Mir, ce qui est le cas ici, et l'ISS. Et le projet d'Arthur Woods avec le Cosmic Dancer, c'était d'imaginer précisément une sculpture cinétique et une sculpture détachée de son socle. Si on prend Calder, c'était aussi avec les œuvres de Calder ou un certain nombre d'artistes cinétiques dans la sculpture, d'essayer de trouver une sculpture, c'est un truc qui est posé sur un socle, qui est vraiment dans la gravité. Dans les œuvres de Calder, c'était comment on essaye d'enlever le socle. Bon, on la suspend et elle devient mobile. Mais elle reste quand même dans une suspension, elle reste quand même dans un point d'ancrage. Ici, il n'y a plus de point d'ancrage. Alors là, il me faut mes lunettes. Et je vais essayer de vous amener à 2 minutes 13. On va baisser un peu le son. Je vois pas mais je vois pas tu me mets à 2 minutes. Non, c'est 2 minutes 13. Vas-y, 3 minutes. Encore. On va pas mettre loin là. Vas-y, encore 20 secondes. Là, c'est bon. Donc cette sculpture est dans la station Mir. Elle est morte en même temps que la station Mir. Et où on a 2 corps en train de danser, bientôt. En rotation, le corps du cosmonaute, qui a une rotation dans un sens, et curieusement, la sculpture ils lui ont donné une impulsion dans l'autre sens, a une rotation dans l'autre sens. Et alors là, je ne vais pas vous passer tout le passage parce que c'est peut-être un peu long, mais
C'est super intéressant ce moment-là parce qu'ils ont décidé, donc ils sont vraiment aussi dans l'idée de, ils ont imaginé une chorégraphie où l'idée était de faire tourner la sculpture, qu'il y en ait un qui tourne dans un sens et l'autre dans l'autre. Sauf que la station Mir est quand même était un endroit extraordinairement encombré et qu'il y en a un qui est un peu trop grand, donc il n'arrête pas de se prendre les pieds dans l'environnement. Enfin, ils ont essayé. On y fait aussi des sculptures de lumière. Ici, vous avez l'exemple d'un artiste japonais qui s'appelle Takuro Osaka. Et ça, je ne sais plus si c'est dans... Je pense que c'est dans le module Kibo de l'ISS ou si c'est dans le cargo de la navette, mais on s'en fiche. Bon, voilà. En tout cas, on y fait aussi des jardins d'intérieur avec également un artiste japonais qui s'appelle Shiro Matsui, donc dans le module Kibo japonais de l'ISS. Et là, on est réellement, si on est dans l'histoire de l'alien et de l'extraterrestre, on est vraiment dans un art extraterrestre qui ne fonctionne que dans l'environnement dans lequel il était. Kitsu parle du milieu, et là, je crois que c'est assez important. Donc, vous avez pu voir des œuvres, que ce soit les satellites ou les œuvres pour les autres corps céleste, donc la Lune, Mars, ou ici pour la Station spatiale internationale, on est dans des œuvres qui n'ont de sens que dans cet environnement-là, qui ramenés à une pratique terrestre perdent de leur sens artistique. Alors, l'idée, c'est d'aller de faire un art dans un ailleurs, mais c'est aussi de prendre les informations de cet ailleurs, pour faire de l'art. Et les informations de cet ailleurs, ce sont toutes les données astronomiques qu'on peut récupérer. Et ici, un travail du duo qui s'appelle Semiconductor, qui sont Ruth German et Joe Gerhardt, qui sont des artistes britanniques et qui ont récupéré les données des sondes qui récupèrent les informations sur le Soleil, notamment la sonde SOHO. Mais là où les scientifiques vont nettoyer tout le bruit et utiliser toute une série d'images pour faire une image finale qui est super propre, super jolie, etc., eux sont repartis des images brutes que vous voyez là avec les éruptions solaires. Et en se servant du bruit de l'image, donc toute la neige, là, tous les points blancs qui sont des endroits où on manque d'informations. Par contre, là, quelques indications. On peut monter un peu ça. Et qui sont pour faire la création sonore. Donc aujourd'hui, à l'ère de Google Earth et des réseaux sociaux, où est-ce qu'on en est? C'est-à-dire aujourd'hui, au moment où la Terre a vraiment rétréci, où se pose l'art spatial, où est-ce qu'il existe? Et il y a deux directions nouvelles qui apparaissent. D'une part, le Space DIY, donc le do-it-yourself, mais cette fois appliqué à l'espace, et d'autre part ce que j'appelle le Space Remix, et on va montrer des choses. Donc curieusement, dans le do-it-yourself et dans ce Space DIY, on a un retour aux satellites, avec la création de ces petits satellites. Donc j'ai encore perdu ma souris, mais bon. Donc à gauche, qui est le satellite Ulysse 1 d'un groupe d'artistes mexicains, donc sous la direction de Juan José Díaz Infante et donc du collectif Espacial Mexicano, et qui va être lancé incessamment sous peu par l'agence spatiale japonaise. Et à droite, on a ArtSat Invader. Invader, ça veut dire Interactive Vehicle for Art and Design Experimental Research, qui a été lancé également par l'agence spatiale japonaise l'an dernier, et qui est sous la direction de l'artiste Akihiro Kubota. Donc ce sont des petits satellites qui font en gros une dizaine de centimètres de côté.
Dans le Space Remix, un exemple ici de l'artiste chinois Yu Yang Wang, qui est une installation. Alors, je n'ai pas cette souris, c'est très très agaçant. Voilà. Donc ici, vous avez une installation et qui est recréer l'alunissage de 69 d'Armstrong, premier pas sur la Lune. Donc il est parti des images de la NASA, qui sont à gauche. Et il a refait un film, image par image, avec les moyens du bord et en recréant la chose. Le remix passe aussi évidemment par le VJing, avec ici le projet Space Out. Et je vais finir sur ça, si je retrouve ma souris, voilà. Donc, alors là, le son plein pot, pardon. Qui est le remixage, la création évidemment de musique par les artistes, avec un remixage d'images qu'on trouve un peu partout, qui sont des images liées à la conquête spatiale, et avec également des sons, des communications radio entre eux de l'époque. Et on va s'arrêter là.